32 millions de visiteurs se sont rendus à l'exposition universelle de 1889. C'est un public de masse qui se rend à présent à l'exposition. Pour aider ce grand public à venir, à se repérer, à savoir quoi faire dans l'exposition, des guides existent. Bienvenue dans Sourcier, où nous allons aujourd'hui parler d'un outil qui aide le visiteur, les guides. Avant d'évoquer les guides spécialisés de l'exposition universelle, parlons un peu des guides en général. L'émergence des guides, une littérature spécifique. À l'occasion des expositions universelles, sortent donc un certain nombre de guides pour aider le visiteur dans la manifestation. Dès 1851, des guides sont publiés et proposés aux visiteurs pour qu'ils puissent préparer leur visite et se repérer dans l'immense ensemble que sont les expositions universelles. Ces guides proposent des itinéraires et sélectionnent donc ce qui est important de voir ou non, et par ce fait intègrent dans leur réflexion la dimension temporelle de la visite. Les auteurs de ces guides partent en effet du postulat que le visiteur ne dispose que d'un certain temps pour parcourir l'exposition universelle. Aussi, pour bien comprendre l'importance de ces guides, faut-il s'intéresser à cette question de la temporalité. Dans l'introduction de l'avènement des loisirs, Alain Corbin indique qu'il existe une pression temporelle de notre quotidien, que le temps est devenu une ressource que l'on doit gérer intelligemment. Cette problématique temporelle apparaît réellement au XIXe siècle. Le temps doit être utilisé de façon efficace et productive. Le temps est alors calculé. On peut gagner du temps ou en perdre. On doit prévoir ce que l'on fait de son temps. Avec cette problématique de l'utilisation correcte du temps, apparaît conjointement la question du temps libre, le fait de ne rien faire. En effet, c'est durant la deuxième moitié du XIXe siècle que la révolution des transports modifie notre pratique de l'espace. Et la révolution industrielle réaménage le temps de travail, ce qui permet de dégager un temps nouveau, celui pour soi, celui du loisir. Ainsi apparaît la notion de loisir et sa concrétisation dans les différents milieux sociaux. La rationalisation du temps conduit à passer d'un temps discontinu à un temps planifié avec l'intériorisation de l'horaire. Ces changements de réorganisation du temps de travail et d'horaire permettent un accroissement du temps disponible. Or, l'acquisition de ce temps nouveau s'accompagne paradoxalement du risque d'un temps libre. Le loisir devient alors, pour ceux qui en disposent, l'outil d'une temporalité qui doit être remplie, voire rationalisée. Ce temps de loisir s'accompagne indubitablement du développement de diverses activités. Aux États-Unis apparaît le sport-spectacle et les premiers clubs sportifs sont créés. Thomas Cook élabore son premier voyage organisé en 1841 et les expositions universelles sont pour les foules les premiers loisirs de masse jusqu'alors inconnus. Ces nouvelles pratiques s'accompagnent de l'apparition des guides. Dans la première moitié du XIXe siècle apparaissent ainsi les guides Murray et Johan. Ces guides se donnent donc pour mission d'aiguiller le visiteur dans les différents lieux qu'il parcourt. Aussi, ces guides modifient-ils la visite des différents sites. En effet, ils édictent des normes, imposent des lieux qui méritent d'être vus. Ils font alors apparaître une hiérarchisation des espaces et se forme ainsi une échelle de valeurs, de normes, d'attrait. La découverte du touriste passe à présent par l'approbation du guide touristique. Les guides sont donc une littérature spécifique par plusieurs dimensions. D'abord, ils s'adressent à un public, à un lectorat particulier, qui pratique le tourisme ou explore certains lieux et veut être orienté dans sa visite. Ensuite, par leur structure même, ces guides proposent des itinéraires, des bonnes adresses. Les auteurs des guides peuvent donner leur avis. La forme d'écriture est donc particulière et s'éloigne complètement des types littéraires plus classiques comme le roman, la nouvelle, le poème. Certains guides intègrent quelques images pour illustrer leurs propos. On retrouve deux grands types d'illustrations, des visuels de bâtiments et des images représentant des personnalités. Par exemple, on retrouve dans le guide bleu du Figaro et du Petit Journal des images du pavillon de la ville de Paris, du pavillon de la République d'Argentine ou d'une maison de la rue du Caire, mais aussi une représentation de Grison, Alphand, Berger ou Eiffel. J'évoque ces individus qui ont participé à façonner l'exposition dans une vidéo sur la genèse de l'exposition universelle de 1889 que tu peux aller visionner et qui apparaît maintenant en fiche et dont le lien est dans la description. C'est dans le guide illustré que l'on retrouve le plus d'illustrations. Quelques-unes de ces illustrations sont intéressantes car elles intègrent le texte et l'image.
Par sa forme et surtout par son but, le guide propose en quelque sorte de résumer un voyage, d'en conseiller les points d'ordre. Aussi, si le visiteur suit à la lettre son guide, il modifie complètement son voyage. Il passe d'un périple où il est face à ses choix d'itinéraire, au risque de se tromper, à une visite pilotée. L'apparition des guides modifie donc complètement le tourisme et le voyage ne se résume plus qu'à une succession de différents points d'intérêt présélectionnés. Comme l'écrit Alain Corbin, le guide prescrit les temps de déplacement et la durée consacrée aux visites pour devenir le meilleur instrument du tourisme lorsqu'il répond à la fois aux exigences intellectuelles et aux nécessités pratiques de l'homme d'aujourd'hui. Les guides pour exposition universelle. Les guides modifient la façon dont se déroule un voyage ou une visite. Si les guides sont une littérature spécifique, on pourrait dire qu'il existe un sous-genre de ces guides, ceux concernant les expositions universelles. En effet, ils sont dédiés à un événement très spécifique, dans un cadre lui aussi particulier. Il ne s'agit pas d'un voyage touristique à proprement parler, mais d'une immersion dans un lieu unique, qui a pour ambition de présenter toutes les nouveautés et toutes les connaissances du monde. Aussi, les guides consacrés aux expositions universelles doivent-ils présenter diverses informations caractéristiques à leurs lecteurs. En premier lieu, ces guides doivent évoquer l'aspect propre de ces expositions, c'est-à-dire ce qui est exposé, ce qui est montré aux visiteurs. Ici, le guide doit donc décrire les différents pavillons, les différentes attractions. Mais les guides doivent aussi donner d'autres informations plus utilitaristes, comme la présence de restaurants, d'hôtels, indiquer comment se déplacer dans ce monde propre qu'est une exposition universelle. Bien sûr, ces guides vont aussi conseiller quoi voir et donner leur ressenti par rapport à ce que leurs auteurs ont pu vivre au cours de leur séjour. S'il peut être reproché aux guides, on l'a dit, d'aseptiser la visite, il faut cependant souligner que les guides sont des outils très utiles pour l'immense majorité des très nombreux voyageurs qui se rendent à l'exposition universelle. Dans un contexte de développement du tourisme national et international, avec comme point d'orgue les expositions universelles, la plupart des voyageurs sont dans l'inconnu en arrivant dans un Paris qu'ils ne connaissent pas. Ils ont besoin de pouvoir répondre à des questions simples comme quoi visiter, comment se comporter dans les lieux de consommation, où et quand aller se restaurer. Les guides sont donc très utiles, surtout en ces lieux de congestion spatiale. Les guides de l'exposition universelle de 1889. Comme on l'a dit, les guides sont particuliers dans leur structure, leur ossature, mais tous n'ont pas le même objectif. Certains sont écrits pour un public étranger, d'autres veulent rationaliser la visite ou au contraire présenter des éléments sans pour autant contraindre le lecteur à suivre systématiquement le guide qu'il a entre les mains. On peut ici évoquer plusieurs guides proposés pour l'exposition universelle de 1889 qui sont tous différents dans leur approche. Le guide Les coulisses de l'exposition, guide pratique et anecdotique, montre quoi faire en 10 jours et structure un parcours de visite au sein de l'exposition. Le guide est découpé de manière spécifique. En première partie, l'auteur évoque l'art d'aller à l'exposition, où il explicite les réseaux de transport, les billets et les divers renseignements utiles. Ensuite, il découpe son guide en 10 parties, qui sont en fait 10 jours et montre quoi voir, quoi faire à l'exposition pendant ces 10 jours. Enfin, il fait figurer dans le guide les activités à faire autour de l'exposition dans une dernière visite. Le guide illustré de l'exposition universelle de 1889 présente 3 grandes parties. La première partie, les renseignements généraux, détaille le règlement des entrées, les heures d'ouverture et de fermeture, les abonnements, les moyens de transport, les services postaux et télégraphiques, les restaurants et cafés. La deuxième partie s'intitule Itinéraire pour visiter l'exposition. Dans cette partie, on retrouve une vue d'ensemble de l'exposition, puis différents conseils sur quoi visiter selon plusieurs lieux de départ, comme la gare du Champ de Mars ou l'esplanade des Invalides. La troisième partie, la description de l'exposition, évoque précisément des bâtiments comme la Tour Eiffel, le Palais des Beaux-Arts, la Galerie des Machines. Le guide s'attarde aussi dans cette partie sur la section de l'histoire de l'habitation et des sections industrielles françaises et étrangères. Le guide exposition de 1889, guide bleu du Figaro et du Petit Journal, est une collaboration entre le Figaro et le Petit Journal. L'objectif du guide n'est pas d'inventorier tout l'ensemble de l'exposition,
mais de promener le visiteur partout sans le retenir trop longtemps, nulle part, et en lui donnant surtout une vue générale des choses. On retrouve au début du guide des éléments sur la création de l'exposition et les renseignements généraux. Le guide regroupe ensuite plusieurs notices sur différents éléments de l'exposition, comme sur les colonies et protectorats français, le pavillon espagnol, la rue du Caire, la section de l'habitation humaine ou les enfants à l'exposition. Et bien sûr, la Tour Eiffel. Le guide Paris Exposition est écrit pour les visiteurs qui veulent visiter l'exposition, mais n'ont pas beaucoup de temps à y consacrer. Le guide a donc comme objectif de mettre en lumière ce qui est, pour lui, essentiel dans l'exposition. Le guide explique d'abord comment venir à Paris sans beaucoup de ressources. Puis, il évoque les moyens de transport dans Paris. Le guide propose 3 promenades à travers l'exposition, mais surtout 7 visites, ce qui correspond à une visite de 7 jours. La première visite est une excursion que le guide nomme une course à travers toute l'exposition. La deuxième visite concerne le Palais des Arts Libéraux, la troisième le Palais des Beaux-Arts, la quatrième l'Esplanade des Invalides, la cinquième le Palais des Industries Diverses, la sixième visite est consacrée aux machines et à l'agriculture, et la dernière visite consiste à parcourir les sections étrangères. Ce guide met donc en avant ce qui est, pour les auteurs, le plus important à visiter. Ils établissent donc ici une hiérarchisation des points importants à voir. On retrouve aussi des guides destinés à un public étranger. C'est le cas du guide dans Paris et l'exposition. Une spécificité de ce guide est sa disponibilité à la fois en français et en anglais. En effet, une page sur 2 est en français et l'autre en anglais. Le but du guide est de remplacer auprès des lecteurs le connaisseur de bons coins de Paris. Le guide détaille les monuments, les musées, les jardins. Il s'attarde ensuite sur l'aspect spectaculaire de l'exposition avec les théâtres, les cirques, les concerts. Enfin, il donne des conseils généraux qui sont utiles aux étrangers, comme des tableaux comparatifs des valeurs des monnaies étrangères et françaises. Le guide passe ensuite en revue les postes télégraphiques et téléphoniques, les ambassades et les consulats, ainsi que les églises. Malgré ces différences, on peut retrouver un certain pattern dans la construction de ces guides d'exposition universelle. En effet, plusieurs points sont abordés très fréquemment, si ce n'est de façon permanente dans les différents guides. En analysant plusieurs guides, on peut repérer des rubriques communes. On voit ici que les guides regorgent d'informations, souvent pratiques, qui peuvent être utiles aux visiteurs. Certaines informations mentionnées ici sont des éléments spécifiques aux guides sur les expositions, puisque ces indications sont utiles uniquement le temps de l'exposition. On peut citer la présentation générale de l'exposition, l'historique de sa mise en œuvre ou la gestion des billets. On peut cependant noter le fait que les guides destinés aux voyageurs étrangers ou non parisiens mettent davantage en avant les informations sur les commodités plutôt que sur l'exposition en elle-même. Les guides s'adressent à un public large et doivent donc pouvoir prodiguer des conseils à tous, des conseils spécifiques. Certains auteurs des guides donnent aussi des conseils particuliers. Par exemple, des conseils au sujet des cochers sont prodigués dans 3 guides différents. En effet, lors des expositions universelles, les cochers ont beaucoup de clients potentiels et il est parfois difficile de pouvoir en trouver. Aussi, le guide Les coulisses de l'exposition, guide pratique et anecdotique, conseille-t-il de s'habiller correctement et de faire signe d'un air impératif à la fois et négligent, pour que le cocher prenne le visiteur pour un homme important et l'accepte. Le guide dans Paris et l'exposition donne des conseils qui s'appliquent lorsqu'on peut avoir des problèmes avec un cocher. Il est alors conseillé d'écrire à un certain monsieur Roudil, qui est le chef du service des voitures de la préfecture de police. Très fréquemment, grâce à l'évocation de ce nom, le cocher changera d'avis. Si le cocher se conduit vraiment mal, alors le guide conseille aux visiteurs de partir en donnant au cocher l'argent qu'il peut réclamer. Ensuite, il suffit d'écrire à la compagnie générale des voitures pour réclamer l'argent qui sera alors renvoyé dans les 48 heures. Le guide dans Paris et l'exposition donne d'autres conseils qui peuvent être précieux aux visiteurs. Toujours en ce qui concerne les conducteurs, il est conseillé de ne pas hésiter à demander divers renseignements aux conducteurs de bus ou d'omnibus, quitte à ajouter quelques pièces. Pour Alberti, l'auteur du guide dans Paris et l'exposition, le plus important est l'hôtel que l'on choisit. Il indique qu'il ne faut pas avoir de gêne à changer d'hôtel.
Prendre un hôtel de premier choix permet d'avoir un interprète, des bains, un coiffeur, un télégraphe et le téléphone à disposition. On doit noter que ce conseil s'applique aux visiteurs aisés qui ont les moyens de se payer ce genre de logement. Le guide insiste aussi sur l'importance de prendre une grande pause déjeuner qu'il faut faire dans l'enceinte de l'exposition pour profiter des restaurants de qualité et flâner sans but à l'intérieur de l'enceinte. Il recommande d'essayer un des restaurants situés dans la première plateforme de la Tour Eiffel. Le but général du guide est de regrouper différentes informations qui sont jugées utiles pour les lecteurs lors d'une visite. Le guide doit tout simplement aider un touriste lors d'un voyage. Le guide souvent donne des conseils sur quoi voir. Aussi, impose-t-il sa vision en indiquant aux voyageurs ce qui doit absolument être vu. Des lieux sont plus mis en avant que d'autres. Il apparaît donc une hiérarchisation des espaces. La découverte du touriste passe donc à présent par l'approbation du guide. Ces guides sont donc une littérature spécifique, mais les guides des expositions universelles sont essentiels car ils comportent des informations précieuses pour les visiteurs. La vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a plu, tu peux l'aimer et t'abonner à Historier pour ne pas louper d'autres épisodes.